Bonjour, nous allons continuer l'énumération des éléments de la ville. Maintenant, nous avons vu la place et aujourd'hui, nous allons voir la rue. La rue, c'est quelque chose d'assez paradoxal parce qu'on peut la voir de deux façons. C'est un petit peu comme ça que je vais faire voir les choses. On peut la voir à la fois, vous voyez, comme un simple interstice, voilà, hein, entre les bâtiments, hein. On imagine, vous voyez, les mondes privés, les maisons privées, les royaumes privés, hein, qui croissent, hein, pour pouvoir se développer, hein, et qui croissent quelque part, souvent même au détriment, vous voyez, donc les unes des autres. Et la rue, dans ce cas-là, ce n'est qu'un interstice, hein, entre les puissances privées. Et de l'autre côté, la rue, elle va apparaître au contraire, si vous voulez, comme un espace pacifié. Un espace pacifié avec- derrière lequel vont se développer, vont être soumis, quelque part, les habitations privées. Voilà, c'est un petit peu là-dessus, hein, que je vais construire mon cours. Et c'est vrai que vous allez voir le cours, c'est vrai qu'il est construit avec des séquences, et souvent, entre ces séquences, il y a des sortes de sauts quantiques, hein. Faut pas espérer de moi une continuité. Il ne faut pas non plus, je le répète, espérer que voir tenir un discours historique ou sociologique, absolument pas. Ah, moi, je tiens à tenir donc un cours d'architecte, donc c'est-à-dire de créateur d'espace. Alors, la rue, bon, bien sûr, il y a ce dessin de Balthus, hein, voilà, c'est une rue parisienne, et puis on voit donc dans cette rue des populations très très différentes, puisque, vous voyez, on ne sait pas trop si c'est l'enseigne d'un cuisinier ou un cuisinier qui sort dans la rue du restaurant. Il y a un peintre ou un maçon avec une planche. Vous voyez, il y a deux amoureux qui se caressent de manière un petit peu obscène. Il y a une petite fille qui joue à la balle. Il y a un homme assez content de lui qui marche au centre. Et puis ensuite, donc, il y a aussi une gouvernante, hein, qui porte un enfant. C'est tout un mélange, hein, de populations qui peut se croiser dans la rue. Et c'est vrai que je voudrais rappeler effectivement la phrase que j'avais donnée la dernière fois là, sur de la pièce de Wadji Mouawad, là, où il est Protagoras enfermé dans les toilettes, vous voyez, où il y a un des personnages qui dit la rue, hein, ce lieu d'exil. Donc c'est vrai que, permettez-moi de me répéter, mais c'est vrai on est chez soi, on est enfermé, hein, on est protégé, et tout d'un coup, on sort dans la rue et on s'expose. On est exilé. Et c'est par exemple, moi j'aime bien croiser ma femme dans la rue parce que quand je la croise, j'ai l'impression d'être un marin perdu en mer qui tout d'un coup voit enfin la terre, vous voyez. Et peut-être je ne suis pas très content après, quand je rentre chez moi, de la revoir. Mais voilà, c'est la rue, hein, c'est la magie donc, des espaces. Alors, voilà, saut quantique, donc prologue, vigne du pouvoir, vigne de la puissance. Je vais juste parler des deux ouvrages que j'avais écrits il y a plus de 20 ans maintenant. Le premier, c'est Les villes de la puissance, et l'autre, c'est la ville sans dehors. Alors, les villes de la puissance, j'étais parti, si vous voulez, de la préface de Deleuze, euh, au livre de Tony Negri, L'Anomalie sauvage. C'était un truc complètement génial parce que, voilà, il opposait vraiment les philosophes du pouvoir aux philosophes de la puissance, quoi. Les philosophes du pouvoir, c'est des gens comme Rousseau, par exemple, qui dit, voilà, au commencement, eh bien, il y a eu un contrat. Alors, les hommes ont compris il fallait disons, s'associer. Ils pouvaient rien faire seuls, hein, donc il fallait vraiment s'associer pour pouvoir construire donc, le monde. Voilà, hein. C'est une vision là, très optimiste, hein, et c'est vraiment la vision donc des, 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 des philosophes du pouvoir. Et en fait, ces philosophes du pouvoir, voilà, ils permettent de comprendre aussi qu'il y a des villes du pouvoir
Et ces villes du pouvoir, elles s'opposent aux villes de la puissance. Et les philosophes de la puissance, c'est justement pas cela. C'est pas les gens comme Rousseau, hein, c'est des gens comme Machiavel. Putain. Voilà, ça c'est un type, hein, il comprend que voilà, tout est conflit. Voilà. Donc, hein, il faut pas espérer comme ça, hein, donc qu'on va arriver à une sorte de paix universelle, mais au contraire, il faut négocier. Voilà, si on veut faire quelque chose, il faut jouer. Voilà, avec toutes ces puissances, hein, toutes ces puissances qui cherchent à se développer. Voilà. Et donc là, à partir de là, si vous voulez, j'avais opposé mon deux types de villes, peut-être la ville médiévale ou la favela surtout, et puis après donc la ville classique ou la colonie. C'est vrai, la colonie, qu'elle soit grecque, qu'elle soit espagnole, hein, c'est toujours des espaces qui sont totalement pacifiés. C'est des trames hein, qui scarifient hein, le territoire et qui nous font croire que finalement, voilà, c'est comme ça. Il y a un contrat, on se soutient mutuellement, il y a pas de violence, hein, ou alors aussi, je pourrais aussi parler de Hobbes. Voilà, c'est peut-être le philosophe le plus génial, puisque il dit qu'au départ, voilà, c'est vraiment la lutte de tous contre tous. Voilà. Tout le monde s'entretue, et puis à un moment donné, pour arrêter le massacre, eh bien, on fait allégeance, voilà, au plus fort. Hein. Et à partir de là, tout se calme. Voilà. À partir du moment où on a fait allégeance au plus fort, tout se calme. Voilà. Vous voyez, c'est un peu dans cette optique-là hein, que je voudrais qu'on voit ces villes de la puissance hein, dont je vais parler pratiquement pas tout le temps, enfin, qui constituent un petit peu la trame hein, de mon cours. L'autre livre, c'était La ville sans dehors, parce que justement, vous voyez, les villes de la puissance, elles sont sans dehors. Et quand on est dans une favela, et quand on est dehors, on est nulle part. Parce qu'en fait, pour être quelque part, il faut être dans le territoire de quelqu'un. Il faut être à l'intérieur donc d'une habitation, à l'intérieur d'une communauté, d'une tribu. Et sinon, on est nulle part. Il n'y a pas de dehors. Vous voyez, il y a que des, disons, c'est une sorte de collection hein, d'intimité. Voilà, construire les bâtiments en laissant des interstices entre eux. Bon, ça, c'est des favelas donc, dont je vous ai parlé. C'est celle-là, par exemple. Bon, c'est des photos qui sont anciennes déjà, c'est une vingtaine d'années. Je ne sais pas trop ce qu'elle est devenue aujourd'hui, mais c'est la favela de Rio das Pedras. Donc, je crois qu'on m'avait fait visiter cette favela parce que je voulais venir avec mes étudiants. Et comme c'est une favela où il n'y a pas trop de trafic de drogue, il y a pire, si vous voulez, parce que c'est la favela des milices brésiliennes, vous voyez, des escadrons de la mort. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas trop de problèmes de sécurité. Et donc, il n'y a pas de problème de drogue, mais il y a quand même ce problème-là. Et ensuite, vous voyez, cette favela, voilà, elle était pas très loin de Barra da Tijuca, donc c'est le quartier ouest de Rio qui ne cesse de se développer. Il faut voir que la plupart des gens qui habitent là-dedans, ils ont construit leur maison, mais en même temps, ils ont construit leur maison parce qu'ils travaillent sur les chantiers. Et donc, ils ont vraiment une pratique, donc, hein, pour la plupart, ils travaillent sur les chantiers, et donc, ils ont une pratique hein, de ce métier. Mais là, vous voyez, on voit déjà une accumulation, et on voit un petit peu ce que je disais tout à l'heure, vous voyez, cette progression vers le ciel, hein, cette progression de la lumière. Et surtout, ce qui est assez fascinant aussi, c'est que, bon, c'est une ville, à l'origine, il n'y a pratiquement pas de réseau. Là, il y a un fleuve, enfin un ruisseau qu'on voit passer, mais c'est devenu une sorte d'égout à ciel ouvert. Bon, il y a bien sûr des adductions d'eau, il y a des adductions à l'électricité, mais les réseaux, ils sont pas enterrés. Je vais revenir là-dessus. Et vous voyez, ce sont des maisons quelque part qui croissent, qui croissent vers le ciel. Et vous voyez, on voit les antennes paraboliques, voilà, et donc qui sont plus connectées au ciel hein, qu'à la terre. Voilà, une rue. Hein. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que voilà, dans ces favelas, oui, il faut bien comprendre, c'est une architecture organique, hein, c'est une architecture qui est en constant développement. Et donc, quelqu'un qui arrive ici, bon, comment il arrive en général, c'est parce que, enfin, je ne sais plus trop quelle est la population ici, je crois que c'est du nord-est, mais il y a des favelas où c'est plutôt des gens qui viennent des îles ou qui viennent de telle ou telle région. Vous voyez, ils sont tous, et bien sûr, quelque part, il y a une organisation sociale qui précède. Hein, ou alors son ancien militaire à qui on a donné des terrains, c'est comme ça que les premières se sont établies. Il y a toujours une organisation sociale
hein, qui précède la construction de la ville. Et là, donc, voilà, il y a une certaine homogénéité de la population. Les gens, donc, s'installent, bien sûr, ils ne sont pas propriétaires de rien du tout, mais il y a toujours une loi tacite qui veut que si on construit sa maison en une nuit ou très rapidement, on ne peut plus vous déloger, on ne peut plus rien casser. Et donc, ils commencent par construire une pièce, donc en rez-de-chaussée, ils y habitent, et puis après, ils construisent une autre pièce en haut. Ils ne peuvent pas construire beaucoup parce qu'effectivement, elles ne sont pas si solides que ça. Et puis, des fois, ce sont des terrains qui sont instables et donc qui s'écroulent. Et voilà, mais quelque part, si vous voulez, ils peuvent même donc avoir d'abord une maison, puis construire une pièce en dessus, et louer cette pièce, et donc tirer du revenu de leur foncier. Vous voyez, voilà. Mais voilà, comme je disais, vous voyez, ça c'est une vue en contre-plongée, hein, et on voit, vous voyez, les encorbellements des habitations, hein, qui s'étendent, voilà, au-dessus de la rue. La rue, c'est rien. Vous voyez, c'est pas un espace commun. Le commun, ça n'existe pas. Vous voyez, il n'y a que des zones privées, hein, des espaces privés qui s'affrontent, hein, perpétuellement. Et si, par exemple, on veut, je ne sais pas, on m'avait expliqué ça une fois, un type voulait être coiffeur, par exemple, dans la rue, il fallait qu'il négocie avec ses voisins, et puis ensuite, il se branchait par la fenêtre à l'électricité chez lui, il mettait une chaise, et puis il avait un séchoir, et il coiffait les gens. Mais tout se fait dans la négociation, puisque la rue, ça n'appartient à personne, et comme ça n'appartient à personne, ça n'existe pas. Vous voyez, là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'adduction, c'est la connexion donc, à l'électricité. Donc, il y a partout des câbles, hein, tout est en général aérien. Voilà, c'est une rue, voilà, c'est toujours un interstice, vous la voyez, entre des domaines privés, et bien sûr les domaines privés qui s'étendent, vous voyez, donc un soit par les encorbellements, un soit par le linge qui est suspendu au-dessus de la rue, hein, et ça, bon, c'est un truc complètement fascinant parce que c'est une architecture qui aurait pu être faite aujourd'hui en France et qui aurait eu la première page dans AMC, vous voyez. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a une certaine beauté, hein, donc, hein, de cette architecture, et c'est surtout souvent une architecture qui est faite comme ça, qui est spontanée, hein, qui est faite par les maçons, hein, et en même temps qui est souvent en phase avec qui est souvent en phase avec, disons, l'architecture, enfin, avant-garde entre guillemets, hein, de l'architecture d'avant-garde, de l'architecture connectée. Voilà, autre exemple, ça c'est une autre favela, c'est Morro da Providencia. Bon, ça c'est une favela qui est dans le centre-ville, où là effectivement il y a de la drogue, mais en même temps il y a beaucoup de touristes, parce que c'est une favela qui est située sur un morro et qui a une vue, qui a un grand belvédère, hein, où on voit les environs de Rio. Et là, vous voyez tous les sols, là, ils ont été traités, hein, pour que les gens puissent monter, hein, jusqu'à ce lieu. Voilà, c'est la vue, hein, de ce belvédère sur la ville. Autre exemple, enfin, c'est pas un autre exemple, c'est que, voilà, j'ai parlé des favelas, mais j'aurais pu parler effectivement de la ville médiévale, j'aurais pu parler de Florence, par exemple, hein. Voilà, moi, ça m'a toujours étonné. Florence, je me rappelle, c'était le premier voyage que j'avais fait sans mes parents, mais j'étais complètement étonné de voir que, par exemple, c'est le Palazzo Vecchio, c'est en plein centre-ville. Vous me direz, c'est pas un château fort, c'est un palais civil. Et vous voyez, il y a un crénelage, il y a des machicoulis, et c'est pareil. Et il y a d'autres palais, si vous voulez. Moi, j'ai pas retrouvé les photos, mais il y a d'autres palais, hein, qui sont conçus pratiquement comme des forteresses en ville, hein. Et donc, ils témoignent que finalement, Florence, à l'époque médiévale, c'est un peu la lutte des clans entre eux, quoi. Et c'est une ville de la négociation permanente, quoi, voilà. Et tout ça, ça s'arrête, ça bascule, voilà, quand on arrive à la République ou à la principauté, voilà, pour reprendre l'expression de Hobbes, effectivement, cette guerre de tous contre tous s'arrête, hein, parce qu'on se met sous l'obédience d'un pouvoir, plus important, ou d'un clan, voilà, les Médicis, plus importante. Et donc, effectivement, tout s'arrête. Et à ce moment-là, c'est vrai que j'aurais pu faire voir ça, c'est-à-dire qu'on voit les crénellages qui s'arrêtent, on a des corniches qui apparaissent,
et tout finalement devient domestique. La rue, c'est moins, disons, un espace de conflit, hein, que justement donc un lieu public pacifié où on peut se rencontrer. Mais quand même, vous voyez, ça c'est vrai que ça m'avait frappé, c'est quand j'étais allé là-bas pour la première fois, hein, c'est les fenêtres du rez-de-chaussée, voilà, avec ces grilles. Voilà. Je me rappelle une fois au Brésil, c'était un cocktail, et j'avais demandé à une dame, mais madame, pourquoi ici à Rio, vous habitez tous dans des prisons? Parce qu'effectivement, je vivais chez un mec, pour rentrer chez lui, il fallait vraiment, c'était un truc complètement isolé avec un énorme mur d'enceinte. Et puis à l'entrée, il y avait des guérites avec des vigiles, avec des armés, quoi, avec des mitraillettes. Et elle me dit, on vit dans des prisons parce que les criminels sont extérieurs, sont dehors. Voilà. Et là, quelque part, voilà, oui, on voit très bien que même dans les palais du XVe siècle ou du XVIe siècle, il y a toujours, malgré tout ça, c'est quelque chose qui subsiste. Oui, voilà. Hein, c'est la rue, hein, comme lieu de conflit, voilà, comme lieu de violence. Alors voilà, à l'opposé de ça, à l'opposé de ces villes de la puissance, vous voyez, hein, toutes fondées complètement sur les habitations privées, les domaines privés, les royaumes privés, hein, qui croissent, hein, au détriment les uns des autres, hein, pour pouvoir avoir de la lumière et imposer donc quelque chose donc aux autres. Eh bien, il y a les villes, hein, qui sont faites avec, qui ont été créées, hein, pour être égalitaires. Et c'est notamment effectivement les villes, les colonies. Bon, l'égalité, c'est pour les colons, pas pour les autres, bien sûr. Mais voilà, comme par exemple le plan de Millet d'Hippodamos, vous voyez, hein, c'est un damier, voilà, hein, donc c'est un damier, chacun a sa parcelle, toutes les parcelles sont équivalentes. Et puis bien sûr, donc, il y a des espaces publics. Voilà, il y a des théâtres, il y a le lieu de la boulée, hein, il y a il y a des palestres, et tout ça. Effectivement, c'est articulé donc à ces voies. Et ces voies, maintenant, c'est moins des espaces de séparation, hein, des espaces de lutte contre tous, que ça commence à devenir des espaces de rencontre. Là, à Prienne, c'est une grille encore qui est apposée donc sur un paysage. Et là, c'est le paysage de Prienne. C'est vrai que c'est un truc de fou, quoi, parce qu'effectivement, oui, on voit un petit peu, on voit un petit peu les ruines, on voit un petit peu les tracés de la ville qui ont été détruites, mais surtout, on voit le rocher, et puis on voit comment, finalement, la ville, elle s'est implantée, le réseau des rues, il s'est implanté là, et finalement, il révèle quelque part, donc, il révèle un paysage. Voilà, c'est ce qui reste aujourd'hui de cette ville, hein, c'est le tracé des rues. Le tracé des rues angle droit. Voilà, autre saut quantique. On va passer de la Turquie à l'Italie, et on va à Gênes. Ça, c'est un truc qui m'a toujours fasciné, parce que c'est c'est la Strada Nuova, ou même les Strade Nuove, parce qu'il y en a eu plusieurs. Hein, c'est des rues droites qui ont été construites avec uniquement par des palais au XVIe siècle. Notamment, le mec qui a fait ça, l'architecte, c'est Galeazzo Alessi. Et donc, c'est des rues qui sont uniquement bordées de palais. Et surtout, ces palais, en fait, les familles qui les occupaient, elles avaient quand même une servitude, une obligation. C'est que quand il y avait, par exemple, un personnage très important qui venait visiter la ville, un roi, un prince, que sais-je, eh bien, ils devaient impérativement, hein, le loger, hein, dans les meilleurs appartements. Voilà, donc là, c'est le plan. Là, on voit en jaune les deux Strade Nuove. La première, aujourd'hui s'appelle, qui est à droite, elle s'appelle la Via Garibaldi aujourd'hui, et l'autre, ça a toujours été la Via Balbi, puisque c'est le premier palais construit, c'est le Palazzo Balbi, qu'on appelle aussi le Palazzo Reale. Voilà, mais c'est deux rues du même type. Et c'est vrai que c'est assez sidérant, parce que voilà, elles sont construites comme dans la pente, vous voyez, puisque la ville, elle monte un amphithéâtre vers le port, elle descend un amphithéâtre vers le port, et c'est vrai qu'elle est très en pente. La rue est droite, hein, elle est à contresens de la pente, elle est sur la ligne de niveau pratiquement.
Et par contre, les bâtiments qu'il aborde, soit ils montent, soit ils descendent. Voilà, une autre vue, enfin mieux que la première. Et ce qui est fou, c'est ça, vous voyez, c'est ce fait, cet alignement, vous voyez, cet alignement de palais totalement indépendants, tous pratiquement indépendants. Donc, vers la baie, donc à gauche, vous voyez, ce sont des blocs hein, qui sont donc orientés au nord-est. Ils s'ouvrent surtout de l'autre côté vers le sud-est. Et de l'autre côté de la rue, donc, on est orienté, enfin, là, on est orienté vers le sud-ouest. Et donc, c'est des façades. Et surtout, soit il y a entre les palais, soit il y a des vides, mais surtout, il y a des jardins comme ça qui descendent. Voilà, on le voit un tout petit peu à droite, là, sur la photo. Et ça permet effectivement, voilà, vous voyez, de parfaitement. Parce qu'il n'y a pas d'alignement, il n'y a pas de continuité. Voilà, tout est bon, les bâtiments sont alignés, mais ils sont discontinus. Hein, d'abord, ils représentent tous des familles. Et, pour renforcer encore cet effet de singularité, par moment, il y a des jardins qui montent ensuite la pente et qui descendent sur la rue. Voilà, ça c'est le Palazzo Bianco. Et là, justement, le jardin à côté du Palazzo Doria Tursi. Voilà, il y a un socle là. Alors, le bâtiment il est posé sur un socle. Et surtout, on ne le voit pas très bien sur ma photo, mais il y a une loggia, vous voyez, qui permet l'articulation entre le jardin et le palais. On la voit un tout petit peu. Voilà. Et là, c'est la loggia. Voilà, bon, ça, c'est un dessin de. Je ne sais pas pourquoi c'est lui qui a fait ça. C'est un dessin de Pierre-Paul de Rubens. Il a dessiné ou il a fait dessiner en tout cas il a fait graver tous les palais de la Strada Nuova parce que c'était une rue qui était connue dans toute l'Europe. C'est une des premières, je sais pas, rues, vous voyez, totalement ostentatoire. Voilà, c'est toujours le palais Turci. Et là, c'est la cour qui s'enfonce donc dans dans la pente et qui s'ouvre ensuite sur les jardins. Voilà, là c'est l'autre rue, la la Strada Balbi, hein, ça c'est le palais du Razzo Pallavicini, et même système, vous voyez, des terrasses de part et d'autre hein, pour isoler le palais. Donc là, le palais, effectivement, il est situé toujours, donc il est plutôt même au sud, il est vraiment orienté vers le sud, voilà, et après il monte vers les jardins, et ça c'est l'ancien collège des Jésuites. Et c'est vrai que c'est assez fascinant comment les choses s'articulent parce que on est sur la rue et puis bon bien sûr ah oui et aussi c'est vrai que ce qui est fou c'est que sur les perspectives que je vous ai fait voir, elles sont complètement fausses, quoi, vous voyez. Parce que en fait la rue elle est hyper étroite, quoi. Elle fait peut-être je sais pas peut-être 10 mètres. Et là on a l'impression qu'elle fait 50 mètres. Et les palais et les palais si vous voulez quand on voit les gravures on a l'impression qu'ils sont je sais pas quoi enfin sur une place, quoi. En fait, non, ils sont tous serrés les uns contre les autres. Donc il y a un sentiment vraiment assez dément, encore là, disons, d'écrasement. On a vraiment l'impression qu'on est un petit nain voilà, perdu dans des palais construits pour des géants. Voilà, on le voit pas très bien, mais c'est vrai que la rue est hyper étroite. Et, et les palais, eux, ils sont construits pour une autre échelle, totalement monumentale. Voilà, la cour. Voilà, le palais des Jésuites, aujourd'hui palais de l'université, voilà, qui monte, donc, parce qu'il suit, la cour suit la pente. Quand on rentre, l'entrée suit la pente. Il y a des marches, il y a un hall, il y a un vestibule, il y a encore des marches. On arrive dans la cour, et après, derrière les arcades, il y a encore des marches et des escaliers, vous voyez, qui montent vers les jardins hein, qui suivent le relief. Voilà, et ça c'est l'autre palais qui fait face, donc la façade est au nord-nord-est, c'est pour ça qu'il y a un peu de lumière, c'est la lumière du matin. Mais, mais en fait, le palais, il se développe vraiment donc en terrasse ensuite, de l'autre côté sur le port. Voilà, cette idée comme ça de théâtre, comme, comme la scénographie qu'on trouve
de livre 4 de Architectura de Sebastiano Serlio. Hein, les pensées, voilà, comme ça, pour des drames. Hein. Et on voit pareil, on voit, c'est que des palais. C'est vraiment, voilà, la rue, c'est vrai que tout à l'heure, on l'a quitté, c'était une sorte de non-lieu, un lieu innommable, vous voyez. Et là, c'est vraiment le lieu par excellence de la représentation. Bon, puis là, encore un second tic. Alors ça, c'est la Biennale de Venise des années 80. Enfin, c'est la première Biennale de Venise de Paolo Portoghesi. Et le truc qu'il a fait, c'est vrai, c'est dans l'arsenal d'imaginer donc une strada, non pas nova, mais novissima. Et il a invité tous les architectes de l'époque, pratiquement, enfin tous les architectes, disons, entre guillemets, postmodernes de l'époque, hein, puisqu'il y a Hans Hollein, il y a le studio Grau, il y a, il y a, il y a lui-même, Portoghesi, il avait fait quelque chose. Là, on voit aussi Massimo Scolari. Enfin, tous les architectes de l'époque, donc, ils sont intervenus, vous voyez, dans cette trame. Et ça, disons, c'est la façade, entre guillemets, hein, de Hans Hollein. Et ce qui est d'assez fascinant aussi là-dedans, c'est que, voilà, sa façade, c'est 4 colonnes. Une colonne en porphyre, une colonne en granit, la colonne, disons, du projet de l'os pour le Chicago Tribune, et après donc, une colonne végétale, un arbre. Là, hein. Mais en même temps, c'est vrai que ce qu'il y a de fou, c'est quelque part parce il dit quelque chose quelque part de la façade, parce que effectivement, comme on est devant une façade, et dans cette façade, il y a un bâtiment qui a lui-même une façade, et donc il y a un effet de bis in abîme, quoi, un effet un petit peu infini. Hein, et quelque part, c'est vrai que voilà, peut-être c'est un truc sur lequel je vais peut-être revenir, mais cette idée comme ça que voilà, la façade sur la rue, c'est à la fois, elle est dans la continuité de la rue, mais en même temps, donc, elle contient en elle, quoi, une sorte de part ouais, d'infini. Alors, bien sûr, on a vu donc la rue, hein, de les Strada Nuova, avec les Strade Nuove, pardon, avec les palazzi comme ça, voilà, comme qui représentent des familles qui sont presque comme des personnages, voilà, vous voyez. Et puis aussi qui commence à définir donc une scénographie pour un drame. Et là maintenant, on va voir les rues droites. Bon, je vais pas parler d'Haussmann, parce que c'est un peu trop évident, mais je vais surtout parler de la rue de Rivoli. C'est vrai que la rue de Rivoli, moi, cette image, je l'avais fait voir déjà la dernière fois, mais c'est vrai qu'elle a déjà un côté un peu abstrait, ça, parce que c'est une sorte. Bon, en plus, ça s'appelle Rivoli. Bon, effectivement, c'est une histoire napoléonienne, mais et en même temps aussi, ça renvoie. Donc, même si Rivoli, c'est la victoire de, de- de Napoléon, il n'est pas à côté de Turin, mais ça renvoie aussi donc à l'Italie. Et c'est vrai que c'est toute une sorte de réflexion, enfin, sur les rues turinoises. Ça aussi, j'aurais pu parler des rues turinoises. C'est complètement. Enfin, il y a quelque chose de totalement fascinant. D'abord, c'est surtout par cette aménité, par le fait que justement, toutes ces rues, voilà, elles sont bordées d'arcades, hein, pour vous protéger de la pluie. Et puis aussi, bien sûr, pour qu'on puisse. Des arcades qui servent aussi de sas ou de seuil, hein, pour entrer dans les cafés ou pour entrer dans les commerces. Il y a un côté comme ça, oui, il y a une sorte d'aménité. Et c'est vrai qu'à Turin, c'est vrai on a vraiment l'impression d'habiter la rue, voilà, parce que voilà, on ne sait pas trop. Voilà, contrairement à ce que je disais tout à l'heure en parlant des favelas, là où la rue, c'est l'extériorité pure. Hein, l'extériorité qu'on refuse, hein, puisque c'est des villes sans dehors. Là, au contraire, voilà, là, se développe voilà, cet espace intermédiaire entre le dehors et le dedans, voilà, on est chez soi, pratiquement, tout en étant à l'extérieur. Voilà, le projet de Percier-Fontaine, donc face au, au jardin des Tuileries. Et c'est intéressant aussi parce que d'abord la rue, elle est complètement unitaire. Hein. Ils ont fait un dessin, après ils sont morts, mais le dessin a continué à être utilisé. Vous voyez, c'était sans fin. Et donc à la fois, c'est un truc qui a été, bon, qui a été pensé
pensée, vraiment. Et puis ensuite, après, si vous voulez, la manière dont la rue s'est faite, c'est vrai qu'on a fait beaucoup appel donc à la... Aujourd'hui, on dirait qu'on appelle ça, enfin peu importe. On a fait beaucoup appel à la préfabrication, oui, parce que les pierres, elles étaient découpées sur les carrières, elles arrivaient toutes numérotées, on commençait à les monter. Les cheminées, tout ça, c'est des trucs qui étaient fabriqués. Voilà, voilà. Aujourd'hui, on appelle ça construction hors site, mais bien sûr, ça existait à cette époque-là, et après, ça a continué à exister avec Haussmann. Vous voyez, donc cette idée comme ça de voir une ville, enfin, par rapport à Turin, c'est vrai qu'il y a l'idée chez Percier et Fontaine, et chez Napoléon, bien sûr, de voir une ville totalement unifiée, pratiquement. Hein. Et en plus, il y a Percier et Fontaine, effectivement, ils ont fait la rue de Rivoli, mais ils ont fait aussi la façade, l'aile du Louvre, hein, qui donne sur la rue. Voilà, là, c'est la terrasse des Feuillants avant le percement de la rue, avant la création de la rue. Et on voit au fond les deux hôtels là, qui bordent la place de la Concorde. Et ça, voilà, c'est le chantier de la rue de Rivoli. Enfin, on n'imagine pas, c'est vrai, la rue de Rivoli, après Haussmann, les chantiers permanents dans Paris, je pense qu'aujourd'hui, personne ne ferait ça. Le maire qui fait ça, mais il serait démis tout de suite, ou il y aurait une révolution, il ne tiendrait pas 6 ans, c'est impossible, quoi. Et là, donc, la rue de Rivoli, toujours face au Louvre, à droite, avec donc le grand hôtel du Louvre, hein, et aujourd'hui, donc, la fondation Cartier. Et là, donc, on voit une sorte de vue aérienne avec le Louvre, les Tuileries, le Louvre de Percy-Fontaine et la rue de Rivoli. Voilà, cet axe voilà, qui est totalement une ville unitaire. Voilà, bien sûr, on peut la penser. Enfin, j'ai déjà parlé, mais on va voir ça, c'est encore plus long. On va revenir là-dessus, cette question de la scène. Quoi, la scène. Penser la rue comme une scène. Voilà, en réfléchissant, vous voyez, sur le théâtre de Palladio à Vicence, parce que ce théâtre, c'est vrai, moi, ça m'a étonné quand je l'ai vu aussi, parce que quelque part, je n'avais pas vu des plans avant. Et ce qui est fou, c'est ça, c'est que la scène, en fait, eh bien, elle est située à la confluence de 3 rues. Et, bon, les rues, on ne va pas rentrer dedans, hein, parce que ce sont des perspectives accentuées. Donc, un acteur qui monte dedans, c'est impossible. Mais en tout cas, voilà, il faut que l'action, elle se passe à la confluence des rues. Hein, voilà. C'est aussi c'est un thème aussi qu'on va peut-être sur lequel on va réfléchir. C'est vrai qu'il y a quelque part dans la... Oui, parce que la rue, voilà, ça produit une population, ça produit c'est la matière, ça produit la matière d'un spectacle. Le spectacle, il n'est pas forcément sur les façades, quoi, bien sûr. Hein, on va le voir tout à l'heure, il est sur ce qui se passe dans la rue. Et ça, c'est le plan du théâtre de Palladio et Scamozzi. Et on voit vraiment, c'est un trident, vous voyez. Hein, c'est cette idée comme ça de confluence, de convergence. Et vous voyez, il y a beaucoup de villes voilà, qui se sont faites comme ça, vous voyez, à partir d'un trident. Versailles, vous voyez, voilà. Hein, donc, quelque part, voilà, il y a le palais, et en même temps, il y a la ville, et la ville, donc, elle est à la confluence hein, des grandes avenues versaillaises, même s'il n'y a jamais personne dedans. Ou là, encore mieux, ça c'est autre chose, parce que c'est le trident de la Piazza del Popolo, hein, donc, qui a d'abord été fait par... il y a eu... Enfin, c'est des choses qui ne sont pas faites comme ça. Moi, j'ai mis Carlo Rinaldi, parce que c'est lui qui a fait les 2 églises, Santa Maria dei Miracoli et Santa Maria in Monte Santo. Il a fait les 2 églises, vous voyez. Il les a fait exactement similaires pour qu'elles s'effacent, pour qu'elles s'équilibrent et qu'elles s'effacent, et puis qu'on voit justement les percées hein, qui s'avancent dans la vie. Parce que, en fait, la Piazza del Popolo, ça a toujours été considéré comme le lieu, disons, par excellence, d'entrée dans la ville. Hein. Et la voie principale, là, c'est le Corso, hein, donc, qui mène directement au Capitole. Et donc, voilà, il y a cette mise en scène, voilà, vous voyez, un total de la ville, là, à travers justement ce trident, de l'entrée dans la ville. Et puis en plus, la foule est dessinée, vous voyez. Et en plus, c'est ça, Rome, c'est aussi un lieu c'est pas, ça a toujours été, voilà, c'est un lieu pas touristique, mais un lieu de pèlerinage, vous voyez. On imagine les gens qui arrivent en groupe, en troupeau déjà, vous voyez, dès le 16e, 17e siècle, vous voyez, pour visiter la ville sainte, la ville de Sixte Quint, qui a été pensée
par Sixte Quint, avec des obélisques et des grands axes. Voilà, autre trident là, sur lequel je vais un peu m'attarder, c'est celui de Saint-Pétersbourg. Donc c'est vrai qu'on le voit peut-être pas très bien, mais là, voilà, vous avez la confluence, enfin les deux bras de la Neva qui partent de chacun d'un côté et de l'autre, et puis vous avez en face donc le palais de l'Amirauté. Bon, là, c'est pas tel qu'il existe aujourd'hui, mais l'ancienne version. Et puis on voit très bien qu'il y a un trident encore, voilà, avec trois grands axes qui partent du palais. Et notamment, vous voyez, donc à gauche, le grand axe, c'est la perspective Nevsky. Voilà, ça c'est l'Amirauté, donc qui a été refaite au début du XIXe siècle, bon, après la création de la place, mais c'est vraiment là maintenant où les avenues convergent vers justement la pointe de l'Amirauté. Et ça, voilà, c'est un tableau mais qui exprime parfaitement la perspective Nevsky. On voit au fond la pointe de l'Amirauté. Et ce qu'il y a de fou dans cette perspective Nevsky, c'est vrai que, enfin, ce qui est fou aussi, c'est qu'on voit comment la rue est occupée. Hein, c'est la fin du XVIIIe, mais il y a des gens qui marchent au milieu. Et surtout, c'est un lieu de, c'est vraiment une scène, un lieu de rencontre. Et c'est vrai, c'est vraiment bien exprimé justement chez Gogol, là, dont une nouvelle qui s'appelle Perspective Nevsky. Qu'est-ce qu'il raconte dans cette nouvelle, hein, parce qu'il raconte l'histoire de... D'abord, il parle de la perspective Nevsky, et il dit un truc complètement dément, quoi. Il dit... il a décrit à différentes heures de la journée, vous voyez, donc, contrairement au tableau des Balthus, vous voyez, toutes les populations étaient mélangées, lui dit très bien que d'abord, le matin, à l'aube, c'est les ouvriers, voilà. Après, c'est les étudiants. Après, c'est les gouvernantes qui promènent les enfants. Voilà. Et puis après, le soir, donc c'est les gens qui sortent des bureaux. C'est là où c'est le plus important. Et c'est vrai que ces gens-là, voilà, ils se mettent en scène. Il y a un texte, enfin, il y a un truc vraiment dément où il parle des moustaches, en disant que jamais, on peut pas voir, nulle part ailleurs, nulle part au monde, on peut pas voir d'aussi belles moustaches que sur la perspective Nevsky. Et on imagine les hommes avec leurs moustaches, les officiers qui ne se sont jamais battus et qui sont là voilà, toute la journée voilà, à les peigner, à les couper, à les laquer, à les poudrer, voyez, pour pouvoir ensuite voilà, marcher sur la perspective Nevsky, comme général qui aurait gagné plein de batailles. Voilà. Et la nouvelle, elle est fascinante parce que c'est l'histoire d'un peintre, voilà, un type, vraiment un rêveur complètement. Voilà. Et sur la perspective Nevsky, il rencontre la femme la plus belle du monde. Voilà. Et il la suit, voilà. Et après il s'aperçoit que c'est une prostituée, mais il veut pas le croire. Et donc ça finit en totale catastrophe parce que d'abord il veut pas la revoir. Et donc il commence à boire et à se droguer pour pouvoir dormir, pour pouvoir la retrouver. Et après il la retrouve et il s'aperçoit que c'est une prostituée. Et donc il finit par se suicider. Mais voilà, c'est ça la perspective. C'est ça la perspective. C'est la perspective Nevsky. Et c'est ça aussi Saint-Pétersbourg. Mais c'est vrai que avant d'aller à Saint-Pétersbourg, je voulais vraiment je voulais vraiment visiter cette ville. J'avais l'impression que c'était une ville totalement magnifique, faite par des élèves, des architectes français comme Boulet, comme Percifontaine, comme De Wailly, etc. Mais en fait, quand je suis arrivé, je trouvais ça formidable. À la fin, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'être dans une scénographie. Voilà. Et c'est vrai que voilà, cette perspective Nevsky, bon, c'est une scénographie, mais dans cette scénographie, il y a encore des scénographies, vous voyez, comme par exemple Notre-Dame de Kazan qui se met en scène. Il y a aussi plus loin une autre église qui ne donne pas directement sur la rue, hein, mais qui s'y rapproche très fortement et qui se met en perspective. Donc c'est une infinité de mise en scène dans la mise en scène. Autre secontique, excusez-moi, donc concevoir la rue comme une machine. Parce que la rue, effectivement, bon, il y a ce qui est en surface, mais c'est aussi, bien sûr, une infrastructure. C'est un peu ce qui commençait à être pensé donc, au XVIIIe siècle, dans le plan de Perpat. Voilà, lui, ce qu'il cherchait à faire. On a vu au départ, c'est vrai que les places, on les voit déjà sur le plan, les places, elles étaient totalement dissociées des circuits de circulation.
Et lui, il commence un tout petit peu à réfléchir à comment relier ces places. Et surtout, voilà, la rue aussi, pour lui, c'est un système. Il y a un système souterrain, c'est le système des égouts qui est lié à la rue. Et puis plus tard, après, ça va être le système des métros, comme la rue de Rivoli, pratiquement. C'est vrai que elle n'a pas été pensée pour le métro, mais c'était super facile, comme elle était très droite. C'est pour ça que la ligne 1 est sur la rue de Rivoli. Enfin, c'est pas que pour ça, mais en tout cas, elle passe là, parce qu'effectivement, d'abord, elle est très très proche de la surface du sol. Je crois que c'est la ligne qui est la plus rapprochée du sol, hein, parce qu'effectivement, comme la rue était droite, c'était super, super facile de pouvoir le faire. Voilà, donc la rue, c'est à la fois, bon, c'est tout ce que j'ai dit, donc c'est une scène, hein, c'est un, c'est un, c'est un lieu d'exil, voilà, c'est ça, oui, hein, c'est, c'est un lieu de violence, hein, mais c'est aussi donc une infrastructure. Et ça, c'est une rue là, qui est à côté de chez moi, c'est la rue des immeubles industriels, hein, qui a été faite d'une traite à la fin du 19e siècle. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que voilà, les immeubles ont été construits de part et d'autre de cette petite rue, hein, qui relie, je crois, le boulevard Voltaire à la rue Diderot, je crois que c'est ça. Et donc, voilà, à la fois, vous voyez, la rue, bon, les deux parties ont été construites, mais aussi le sous-sol, parce qu'en fait, la rue des immeubles industriels, donc, c'était des rues pour les artisans, hein, du faubourg, du faubourg, voilà, hein, et donc pour essayer de faire des bâtiments, hein, qui soient en phase, voilà, justement, avec tout cet artisanat, hein. Et donc il y a une partie, les parties, les premiers étages, ce sont des ateliers, et en sous-sol, vous voyez, c'est une gigantesque machine à vapeur, hein, qui distribue l'énergie et le chauffage dans les bâtiments. Et bien sûr, il y a le système d'égout intégré, enfin, on voit tout très bien comme ça. Et au-dessus des espaces de travail, il y a donc les espaces d'habitation des ouvriers. Voilà, merci. Voilà, mais après, on peut imaginer, voilà, à partir de là, vous voyez, continuer. Voilà, là, c'était le métro, les égouts, la machine à vapeur, mais on peut imaginer continuer. Mais ça, c'est un truc très ancien, parce qu'il y a certains dessins de Léonard de Vinci qui ont été, disons, interprétés comme étant la, la- la superposition comme ça de voies différentes en sous-sol ou dans des failles. Vous voyez, donc des canaux ou des voies très longues, et puis après au-dessus, donc des voies qui mènent des voies plus locales. Vous voyez. Et là, bien sûr, cette image-là, bon, La Ville du futur, en 1913, voilà, on voit oui, la multiplication comme ça des strates, hein, et des fonctions superposées. En bas, il y a les trains, après les tramways et les automobiles. Voilà, après un premier niveau de piétons, un second niveau de piétons. Voilà, voilà, on peut vraiment la voir comme ça. Et pour terminer cette séquence, ouais, je voudrais parler de l'université de Calam de Grégotti, parce que voilà, il a vraiment totalement, c'est sans doute son meilleur projet, c'est clair, mais il a vraiment totalement intégré la rue comme infrastructure, quoi. Voilà. Puis surtout, il a vraiment mis en scène, quoi, parce que effectivement, au lieu d'enterrer la rue, là, il a au contraire soulevé et puis mis en évidence. Voilà. Il a soulevé parce que son université de Calabre, elle est pas située dans une vallée, non, au contraire, hein, elle est située enfin, je crois dans trois ou quatre vallées. Et surtout, voilà, au lieu de suivre une vallée, ou au lieu de suivre les lignes de crête de la vallée, eh bien, elle vient se poser, hein, donc, sur les lignes de crête pour relier donc à chaque extrémité une gare. Voilà. Et donc, comme elle est située donc, sur deux lignes enfin, sur des lignes de crête, donc effectivement, à un moment donné, elle descend comme ça, et elle se décompose aussi, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'image de la ville du futur, avec un réseau pour les piétons, là, un réseau pour enfin, pardon, un niveau pour les piétons, un niveau pour les réseaux, et puis un niveau donc pour les dessertes automobiles. Ouais, et puis elle coupe le paysage, voilà.
Voilà, ça c'est la vue de perspective, voilà. Et on voit, vous voyez, donc elle est suspendue, ce sont des ponts pratiquement, c'est vrai. Hein, oui, c'est vrai que c'est un projet, pratiquement un projet de pont, si on veut, oui, c'est vrai, enfin, hein, qui traverse les vallées. Et bien sûr, les immeubles, voilà, ils sont pas desservis par le bas, vous voyez. Donc ils renversent, enfin, c'est ça qui est trop génial, je trouve, chez lui, c'est qu'ils renversent le truc. Voilà, c'est les bâtiments, au lieu d'être servis par une rue qui est en bas, eh bien, ils sont servis par une rue considérée comme une infrastructure par le haut. Voilà, voyez. D'abord les voitures, après les piétons. Et après, bien sûr, les bâtiments, ils viennent se fonder, hein, en fond de vallée. Voilà, une infrastructure donc, à découvert, qui traverse en ligne droite, comme la rue de Rivoli, le paysage, mais pas en suivant les lignes de niveau. Haute sous-quantique, supprimer la rue. C'est vrai, j'ai toujours été fasciné par Le Corbusier, mais sa capacité comme ça à haïr quelque chose et à haïr la rue, et d'une manière totalement inconsidérée. Voilà, voyez. Et dit pas il faut supprimer la rue, il faut tuer la rue. Tu vois, voilà, il faut tuer la rue. Pourquoi il faut tuer la rue? Parce que la rue, il y a tous les arguments hygiénistes qui ressortent. Vous voyez, la rue, c'est sombre, c'est sale. Donc, il faut ouvrir, au contraire, les habitations vers le ciel. Et donc aussi, il faut séparer, vous voyez, donc, les circulations, hein, des bâtiments. Il faut faire des réseaux de circulation totalement autonomes qui viennent irriguer les bâtiments. Mais il n'y a plus de relation de subordination, hein, de ces voies de circulation aux bâtiments, puisque les bâtiments ne les encadrent pas, hein, mais sont complètement indépendants. Et ça, pour justement avoir plus de lumière, plus de vue. C'est vrai que bon, tout le monde s'accorde à condamner, mais c'est vrai que c'est quand même sidérant comme vision, parce que la rue, malgré tout, on l'a vu, j'en ai vu à Saint-Pétersbourg, c'est un lieu de mise en scène, de scénographie. On n'arrive pas trop à comprendre, voilà, où les gens peuvent se rencontrer dans ces théories. Et là, bon, c'est une autre image, hein, c'est la théorie des 7 V. Donc voilà, il n'a pas défini les voies de circulation en fonction, par exemple, les avenues, c'est les grandes artères, ou les boulevards, c'est sur les fortifications avec un certain type de construction et puis un certain type de programme. Les ruelles, non, pas ça du tout. Il a vraiment donc défini 7 voies de circulation. Bon, je ne vais pas rentrer dessus. La V7, c'est pour les piétons, et puis la V1, hein, c'est pour les transports longue distance. Voilà, et c'est ça donc la vision de Le Corbusier, de la ville contemporaine, sans rue. Voilà, 3 millions d'habitants, sans rue. Voilà, les gens, voilà, voilà, ont de la lumière, ont de l'air, sont complètement hygiéniques, mais on ne voit pas trop comment ils peuvent se croiser et se rencontrer. Les tours, a priori, c'est pour les bureaux, et puis les bâtiments blancs, c'est pour les logements. Et puis même, si vous voulez, non seulement la voiture, c'est vrai que enfin, on avait déjà évoqué la semaine dernière, la voiture, c'est vrai que c'est finalement ce qui tue complètement l'espace public. Et lui, vraiment, il prend le parti non seulement de la voiture, mais il met des avions, donc un aérodrome en plein centre-ville. Un truc qui existe pratiquement plus aujourd'hui. Enfin, je sais pas, où il y a São Paulo, c'est vrai, il y a un aérodrome. Je ne sais pas s'il est encore ouvert. Mais effectivement, c'est assez fascinant quand on atterrit, parce qu'on atterrit, on passe entre les tours. Mais enfin, il y a quand même assez souvent des accidents. Donc là, donc là, c'est non seulement c'est des voitures, les camions, tout ce qu'on veut, mais en plus, putain, c'est des avions. Et là, cette image, voilà, pour moi, c'est une image de cauchemar absolu, quoi. Parce que non, voilà, on imagine, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vue, et puis il y a deux tables de jardin, deux chaises de jardin avec une théière. Voilà, c'est ça, la seule relation à l'autre, c'est quoi? On est là, on boit le thé ensemble, quoi. Là, mais où c'est qu'on a rencontré la personne avec laquelle on va boire le thé? Ça, c'est un truc qui reste impossible à comprendre, quoi, voilà. Voilà, je continue, hein. Ça, c'est le plan voisin. Voilà, je continue. Et ça, bon, cette image, je la trouve totalement géniale. C'est vrai, j'ai pensé la mettre sur les quartiers, mais je préfère la mettre comme ça parce que, voilà, c'est un espace qui est
qui est c'est très beau, c'est vrai, je trouve que c'est d'une beauté totale. Parce qu'il y a un côté, là aussi, il y a un côté de Chirico, quelque part, vous voyez, parce que ces façades, tout ça, elles sont super intelligentes, vous voyez. Donc, l'immeuble à côté, là, c'est la façade ouest, donc c'est des loggias, hein, pour que le soleil ne puisse pas rentrer complètement dans les habitations. Les façades frontales, là, c'est des façades sud, et puis les façades est, je crois que c'est des fenêtres en longueur, oui, c'est des fenêtres en longueur, c'est encore très différent. Donc, mais voilà, vous voyez, donc là, on voit très bien la séparation de la rue et puis des bâtiments. Bon, voilà, il y a des parkings, il y a des garages, bon, il y a quand même 2 personnes dans la rue, c'est vrai. Mais voilà, vous voyez, c'est à la fois beau, mais c'est terrible, quoi, parce que là, c'est là où il y a eu un meurtre, il y a 10 ans, là, qui a complètement ébranlé la France, c'est le meurtre de William Halimi. Il avait lieu dans une cave, vous voyez, de cette cité de la Pierre Plate. Voilà, vous voyez, bon, je dis pas que ça peut pas arriver ici, peut-être, pourquoi pas, peut-être il y a des crimes horribles. Et voilà, en tout cas, vous voyez, ça donne un peu le cadre. Voilà, c'est magnifique, c'est beau, tout est distendu, mais voilà, est-ce qu'il faut vraiment aller par là? Mais est-ce qu'il faut vraiment revenir à autre chose? Mais bon, c'est pas la question. La réponse la question est ouverte. Alors, en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu un retour à la rue depuis les années 80. Bon, il n'y a pas que Porzampar, c'est vrai, bon, ça, je vais parler de lui, mais c'est vrai que beaucoup d'architectes ont réfléchi à ça, bien sûr, à ce retour à la rue. Et, euh, et là, c'est un schéma, voilà, qui s'oppose à celui de Corbusier, bien sûr, hein, puisque c'est la rue qui rassemble tout. Donc voilà, il y a des adresses, on peut faire la rue, elle peut être programmée à l'infini, on peut faire des carnavals, on peut faire des manifs. Ouais, c'est ça aussi, c'est ça qu'on oublie souvent. Hein, c'est quand même un dieu de démocratie, parce que les manifs, chez Le Corbusier, c'est sûr, c'est impossible, mais c'est clair. Donc, on n'imagine même pas. Voilà, bon, mais c'est vrai, après, il y a. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Bon, enfin, voilà, il y a des commerces, il y a des arbres. Voilà, c'est quand même. Il y a aussi, il y a aussi les réseaux, le métro. Hein, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est vrai que quand j'ai parlé Rio de las Pedras, ça me revient maintenant, c'est que voilà, cette ville, quand j'y étais, ils étaient en train de faire le réseau d'égouts, et donc, et puis de refaire un peu les réseaux. Et pour refaire les réseaux dans cette favela, ils ont vraiment ils ont vraiment fait exactement comme Haussmann. Vous voyez. Ils ont fait des grandes saignées comme ça. Ils ont cassé des maisons. Après, les gens ont été relogés. Et puis, ils ont fait des sols bitumés. Et dessous, effectivement, ils ont mis les égouts. Et tout ça, voilà. Et quelque part, voilà, cette ville, Rio Pedras, bon, je ne sais pas ce qu'elle est devenue maintenant, je ne suis jamais retourné, mais vous voyez, c'était une ville, effectivement, comme je le disais, un petit peu de la puissance. Et puis maintenant, effectivement, c'est devenu donc, une ville du pouvoir. Et c'est vrai il y avait un programme à Rio, hein, qui était, quand j'étais là-bas, qui s'appelait Favela Bairro, hein, qui consistait à transformer les, 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 les villas, pardon, les favelas en quartiers comme les autres, quartiers normaux. Enfin, hein, parce qu'eux, ils font une opposition là-bas entre villes informelles et villes formelles, donc quelque part à formaliser la ville informelle. Et c'est vrai que c'était assez étrange parce que euh, finalement, là, les gens, ils venaient même, il y avait des universités, je sais pas quoi, allemandes qui venaient, qui créaient qui finançaient avec le gouvernement de la ville, enfin, avec la préfecture, avec le responsable de l'urbanisme, des jardins, des choses comme ça. Mais c'est vrai que ça avait comme du mal à démarrer, voilà, parce que dans ces jardins, c'est pas une culture de l'espace public. Donc, il y a des jardins, mais il y avait personne dedans. Et c'est vrai qu'aussi, je redis en parler, mais là, j'avais été contacté là, parce que j'allais au Brésil à ce moment-là pour faire un workshop à la Cité des Sciences, c'était en 2004, avec Région Nouvelle. Et lui, c'est vrai que, putain, il m'avait dit un truc, c'était absolument génial. Il m'avait dit, voilà, pour intervenir dans la favela, il ne faut pas faire des espaces publics. Voilà, c'est ça, il avait cette volonté comme ça, si vous voulez, d'essayer disons, de moderniser la ville et de la rendre plus confortable, mais tout en restant justement dans le registre de la puissance. Voilà, c'est-à-dire que chaque habitant, voilà, en étant responsable, mais par contre, chaque habitant, en étant responsable de son habitation, il devenait responsable de l'ensemble de la favela. C'est-à-dire que plutôt que de créer des espaces publics, il suffisait finalement il suffisait.
C'est sûr que les choses sont beaucoup plus compliquées, c'est évident, mais il valait mieux apprendre aux gens, ou en tout cas informer les gens sur les manières, par exemple, de végétaliser les toitures pour ne pas avoir trop chaud en été chez soi, et puis aussi pour que cette végétalisation elle profite voilà, à l'ensemble de la favela. Et l'idée aussi de faire en sorte que donc, les subventions qu'on donne pour les espaces publics, voilà, ils aillent directement aux gens. Quoi, voilà. On subventionne un type, par exemple, pour qu'il récupère ses ordures, et puis avec la biomasse, il fabrique du gaz, ou il achète des fours solaires. Et l'idée, c'est vrai, c'était finalement d'essayer de poursuivre voyez, cette idée de ville sans réseau, et en favorisant justement tous ces appareils, bon, le, le four solaire, bon, mais sur le téléphone portable, les antennes paraboliques, tout ça, ça n'a pas besoin de s'implanter sur des câbles. Il faut faire plutôt des villes comme ça, qui soient plus dépendantes du ciel hein, que de la terre. Voilà. Non, c'était en 2004, c'est vrai que c'était un truc vraiment super intéressant. Bon, excusez-moi, on revient à Port-en-Par, on refait un saut quantique, on n'est plus du tout dans la favela, et on est donc à Tolbiac. Et à Tolbiac, c'est vrai qu'il y avait CRIVP qui avait lancé un concours, et c'était une parcelle comme ça, en longueur, qui donnait sur 2 rues. Et la plupart des autres concurrents, notamment, je crois, Castro, ils avaient fait ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire que avec le règlement d'urbanisme, si vous voulez, quand vous êtes en bordure de rue, vous pouvez construire sur 20 mètres et puis vous aligner donc à la hauteur réglementaire ou en tout cas sur les bâtiments, sur les bâtiments contigus. Donc ils avaient simplement fermé la parcelle, voilà, ils avaient fait un jardin au milieu et puis ils avaient construit sur les rues. Et lui, donc, il a fait totalement autre chose. Justement, c'est aussi quelque part une pensée de la négociation, voilà, puisqu'effectivement, quand c'est comme ça, bon, il y a des règles, bien sûr, mais il y a aussi il y a des vues, tout ça. Donc, tout peut être un tout petit peu, tout peut être négocié. Et donc, plutôt de faire un bâtiment, oui, et plutôt que de faire des bars, donc, en limite de parcelle, il a préféré effectivement construire au cœur de la parcelle et surtout faire une rue. Euh, essayer une vraie rue, hein, donc une rue, oui, une rue avec une place, hein, donc en recherchant voilà, plutôt de faire des logements. Vous voyez, à l'époque encore, dans les années 70, non, c'est revenu comme ça maintenant, mais vous voyez, on imaginait voilà, des grands logements avec des vues, avec des grands espaces, des machines, voilà, un petit peu des machines habitées. Lui, non, pas du tout. Hein, ce qu'il a fait, c'est vraiment donc un espace public, hein, voilà, la place qui reprend les dimensions de la place Furstenberg dans le 5e, et puis voilà, faire en sorte que... Et surtout, les façades, elles ont été dessinées presque par rapport à l'espace public, un peu comme la dernière fois, on avait parlé de la place de la Concorde, et puis des hôtels de Gabriel, on a fait les façades d'abord, et puis après, on a construit les hôtels derrière. Et là, c'est un petit peu pareil, dans le sens où, voilà, on voit le plan, enfin le plan il est super intéressant, il n'y a rien à dire là-dessus, mais voilà, il est très complexe, si vous voulez. Voilà, c'est un truc parce qu'effectivement, il a fallu obéir d'abord. Donc, il est venu c'est pas, oui, les gens qui avaient fait des rectangles et qui ont mis leur logement dedans, bon, c'est facile pour eux. Mais là, donc, le plan, il est arrivé en dernière instance. Vous voyez. Alors, on a d'abord déterminé tout ce réseau hein, de places, de cours, de rues, et puis ensuite, effectivement, on a dû faire on a dû faire les plans. Et ils sont parfois très complexes, puisque je crois qu'il n'y a pas de duplex. Les grandes fenêtres, c'est pas juste. Hein, c'est souvent 2 appartements différents. Mais ces grandes fenêtres, justement, c'est pas pour les intérieurs, hein, mais c'est pour l'extérieur. Vous voyez, c'est pour que cette façade-là, la façade qu'on voit, pardon, cette façade-là, par exemple, vous voyez, s'il avait eu que des petites fenêtres, ben, elle aurait été complètement oppressante. Vous voyez. Et là, au contraire. Vous voyez, donc, elle apparaît comme une sculpture. Mais la position des fenêtres, ça ne dépend pas du tout. Ça dépend pas du tout du plan. Quelque part, c'est le plan donc, qui a dû prendre en compte ces percements. Bon, bien sûr, il y a eu un jeu dialectique. Hein. Mais vous voyez, on revient à autre chose. Voilà, c'est plutôt que de faire une façade voilà, pour les appartements, c'est une façade pour l'espace public et pour être bien dans cette cour. Et pour quelque part être plus chez soi, vous voyez, dans la cour. Hein,
quand on rentre chez soi, quand on rentre à la maison, que lorsqu'on est dans son appartement. Voilà, puis il y a cette idée aussi chez lui, c'est vrai, de concevoir les bâtiments un peu comme des objets, comme ça, comme c'est une nature morte. Ça, c'est vrai, c'est une forme de Peter Class, elles sont, enfin, je trouve c'est assez fascinant parce que là, bon, il y a du vin, d'accord, mais est-ce qu'on a envie de boire ce vin? Non, pas du tout. Le pain, l'huître, le citron, en plus, c'est des matériaux périssables. Et en fait, si vous voulez, voilà, leur, disons, leur réalité, enfin, leur réalité, elle disparaît sous leur forme, vous voyez. Donc, parce que le citron, ça devient une, euh, une spirale, vous voyez. Le verre, ça devient une verticale. Le pain, ça devient une masse, disons, qui, une masse centrifuge, voilà. Et donc, c'est un jeu comme ça, hein, de forme, un jeu d'espace. Et tout comme, vous voyez, tous ces éléments, ce verre, ils oublient leur fonction. C'est vrai que chez Beaux-Arts, il y a un tout petit peu ça, et je trouve ça, c'est complètement fascinant. Voilà, sa théorie de la ville, vous voyez, bon, la ville haussmannienne, non, pas d'îlot fermé, pas de rue corridor. La ville de Corbusier, encore moins. Et par contre, faire la synthèse donc, entre les deux, entre les deux, et avoir des rues où les bâtiments sont alignés, peut-être comme tout à l'heure, la Sardagnova qu'on a vue, quoi, vous voyez. La ville de Galeazzo, elle est ici, hein, du XVIe siècle, voilà, vous voyez, hein, où il y avait une rue, elle était droite, les bâtiments étaient alignés, mais en même temps, c'était tous indépendants, vous voyez. Et là, c'est un peu la même chose, on va faire, imaginer la même chose, avoir un réseau de voies, et en même temps, avoir des bâtiments autonomes, des objets indépendants, et surtout aussi, un peu comme la favela, où il faut toujours dialoguer avec son voisin, parce que si tu construis quelque chose qui va l'emmerder, bon, si jamais il appartient à un gang, il vaut mieux quand même discuter avec lui avant. Et donc, voilà. Donc, et là, c'est un peu la même chose. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est arriver à faire en sorte que, à travers des workshops, hein, les architectes qui travaillent sur ces plans, ils peuvent discuter entre eux et puis dialoguer entre eux. Voilà, c'est le projet du quartier Masséna. Hein, donc, effectivement, c'était un projet à base de workshops, hein, où les gens ont dialogué avec certaines règles, des règles de hauteur, mais aussi des règles de, de positionnement à l'intérieur de l'îlot, puisque je crois qu'il y avait, 60% de bâtiments qui pouvaient être en périphérie d'îlot. Après, tout le reste était ouvert. Et quand deux îlots se faisaient face, quand il y avait un vide, il devait y avoir un plein en face et inversement. Mais tout ça, ça s'est fait. Bon, c'est des règles du jeu. Et après, tout ça s'est fait à partir de négociations des architectes euh, qui avaient la charge de certains lots, les uns avec les autres, vous voyez, pour pouvoir composer cet ensemble. Voilà, qui est à la fois, oui, c'est vrai, qui est à la fois ordre et puissance. Bon, ordre, parce qu'effectivement, c'est une trame, hein, comme celle de Priene, de Millet, c'est la trame milésienne, c'est la trame d'Hippodamos et Millet, voilà. Mais en même temps, dans cette trame, donc, il y a des blocs, hein, qui sont comme des formes des natures mortes qui doivent aussi, voilà. Et ces formes, elles doivent, elles aussi, voilà, persévérer en leur être, vous voyez, à pouvoir s'épanouir pleinement. Vous voyez. Ce que ne permet pas finalement la ville haussmannienne, puisqu'effectivement les bâtiments sont collés les uns contre les autres, donc on ne les perçoit pas comme des volumes. Dans ce cas, la volonté, c'était vraiment qu'ils soient perceptibles, voilà, comme des volumes, hein, avec des règles, bien sûr, parce que la rue, c'est vrai qu'il faut que ce soit lisse, mais c'est pour que justement, pour que l'espace public, là, il soit contenu, il soit marqué, il soit défini, hein, pour que quelque part le bâtiment, quelque part, il se subordonne à la rue, et en lui permettant d'exister. Donc les façades à l'extérieur doivent être lisses, et puis après, à l'intérieur de l'îlot, au contraire, hein, elles se développent, hein, comme des formes, comme des volumes, comme des objets. Voilà, ça c'est tout le travail qui a été fait donc en maquette, hein, pour arriver à une certaine coexistence, hein, de toutes ces formes qui persévèrent dans leur être, hein, à toute cette affirmation de la puissance formelle. Voilà, et aussi ce qui est intéressant, c'est que
Voilà, là, on a bien vous voyez la façade plate, voilà, complètement plate. Et après, sur les cours, des façades qui sont creusées. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que là, par exemple, c'est une université, c'est l'université de Chaix-et-Mauriel. Et cette université, voilà, elle a pas, vous voyez, c'est pareil, il y a une sorte de dissociation entre la forme et la fonction, parce que finalement, c'est pas plus traité que du logement. Tout est un petit peu mis à égalité. Là, ça c'est du logement comment ça s'appelle, Badia Berger. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que voilà, il y a un jeu sur l'échelle avec je trouve très, très intéressant ces panneaux là de forme végétale, là, parce que ça permet effectivement disons, d'oblitérer un tout petit peu l'échelle du logement, et ça permet donc au bâtiment de Badia Berger de dialoguer avec l'université de physique, non, oui, je crois que c'est biologie, biologie de Chauchon et Pierre. Alors, donc, il y a tout dialogue, et il y a plus vous voyez, il y a pas de, et ça, je trouve ça c'est intéressant aussi, le fait que voilà, il y a pas de hiérarchie, voilà, hein, entre ce qu'on appelle émergence et contexte. Voilà, dans l'urbanisme haussmannien, voilà, il y a émergence, je sais pas, l'église Saint-Augustin, ou je ne sais pas quoi, et puis contexte, hein, c'est les logements qui s'effacent complètement, qui disparaissent complètement, les immeubles de logement qui disparaissent complètement sous la façade uniforme. Et là, non, la même. Tous les bâtiments donc ont droit à l'expression. Et ça, par exemple, ce totem, là, c'est pas une université, c'est, c'est un bâtiment de logement, hein, excusez-moi, le nom ne me revient pas, c'est NTP. Oui, merci. Voilà, donc voilà. Voilà. Et pour terminer, je vais voir les bâtiments, vous voyez, qui se sont constitués comme des villes. Ça, c'est un truc complètement fou. Mais vous voyez, peut-être en convoquant un peu tous les attributs comme ça que j'ai donnés un petit peu à travers pendant le cours. Et le truc le plus génial, vraiment, c'est putain, Staline Alley. Si t'es pas allé à Staline Alley, t'es rien du tout. Excuse-moi, mais là, c'est Hermann Herzenmann. C'est un type très connu parce c'est un architecte moderne d'abord. Bon, après, bien sûr, à la fin de la guerre, il s'est trouvé en Allemagne de l'Est, donc il a continué à travailler. Et puis, il a collaboré à la, à la Staline Alley. Et surtout, c'est vrai que c'est un type, il a beaucoup réfléchi après sur la préfabrication. Voilà, ouais. Et d'ailleurs, c'est un des professeurs une agence très intéressante aujourd'hui, c'est l'agence, enfin, origine allemande, mais qui est en Hollande, l'agence Quimpetil. Voilà, donc cette rue, elle est fabuleuse parce que voilà, c'est vraiment, voilà, elle est très longue, elle est très large, et c'est vraiment donc une scénographie, une grande scénographie avec enfin tout le savoir urbain. On a l'impression qu'il s'est focalisé là dans la création de cette rue. Et en même temps, c'est vrai que derrière ces bâtiments, il n'y a rien, il n'y a aucun tissu, si vous voulez. Au départ, c'est des parcs, et après ça a été un urbanisme statistique pour faire rentrer les logements dans les statistiques. Mais voilà, mais ça reste un truc fou, voilà, parce que vous voyez, il y a pas d'épaisseur quelque part, mais en même temps, si, c'est vraiment la ville, quoi. C'est parce que c'est juste un ruban, hein, de construction, mais ce ruban de construction, ouais, il parvient donc à générer une ambiance urbaine. Bon, bien sûr, c'était le projet phare, hein, de l'Allemagne, de la République démocratique allemande. Là, on voit les scouts qui viennent écouter un des architectes, un responsable municipal en train de parler du projet. Voilà, donc voilà, tu vois, on voit les bâtiments. Enfin, d'ailleurs, ça rappelle aussi un petit peu la Strada Nuova dans la manière dont les bâtiments les grands immeubles de logement social, c'est pas des palais pour les grandes familles génoises qui sont habitées par les rois. Non, c'est théoriquement pour les classes sociales les plus défavorisées. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'apparatchiks qui ont pu habiter ici. Mais enfin, en tout cas, voilà, peu importe. Mais on en retrouve ce savoir-faire de la Strada Nuova. Mais là, ce sont des grands immeubles de logement social. Mais on retrouve, je crois que c'était un palais des sports qui avait été créé en très peu de temps, en quelques
quelques mois, je crois, pour, je ne sais pas pour quelle raison, pour fêter je ne sais pas quel anniversaire, et qui après s'est écroulé, bien sûr. Voilà, ça c'est la photo, la photo, la photo, la statue de Staline. Toutes ces séquences, vous voyez, les séquences sur la rue, un peu d'ailleurs comme tout à l'heure la perspective Nevsky, voilà, vous voyez, c'est une scénographie. Voilà, en plus le début de la rue il est plusieurs fois marqué, vous voyez. Il y a plusieurs séquences, il est marqué, et après il y a des séquences, il y a des scénographies qui s'ouvrent dans la scénographie générale. Voilà, ça c'est un démarquage. Et, et ça, donc, notre projet plus récent, c'est le grand projet c'est un grand projet des années 70, hein, qui avait convoqué pratiquement voilà, les architectes les plus en vue de ces années. Il y avait l'AUA, il y avait Chemetov, il y avait Bofill, il y avait Martin Van Treck. Voilà, et pour faire, c'est pareil, vous voyez, pour faire non pas un tissu, mais une rue. Voilà, une rue habitée. Voilà, donc là c'est vu de l'extérieur, donc il y a des grands porches, il y a des terrasses, et surtout, voilà, oui, c'est la manière dont, voilà, c'est une rue un peu, une rue cocon, ça, voilà, mais, voilà, dans laquelle, un peu comme celle que, voilà, un peu peut-être aussi un peu comme les rues dont j'ai parlé de Turin, voilà, une rue cocon, vous voyez. Voilà, et c'est vrai, une rue aussi avec des habitations, les immeubles d'habitation avec plein de gens qui regardent ce qui se passe en bas, tout ça. C'est, disons, un bien commun, enfin, un, un, un grand espace commun, pour reprendre l'expression d'Alain Guilleux, un grand espace voilà, qui est déterminé justement par sa structure en forme de rue. Et ça, c'est une des images les plus démentes, c'est une image de Narin Siriani, qui rappelle d'ailleurs les images certaines images de Moebius. Je ne sais pas trop qui a copié qui, mais voilà, en tout cas, c'est complètement, c'est sidérant. Et on se sent, vous voyez, c'est un espace public, un espace où on est protégé, on est vraiment sous le regard d'autrui, parce que les façades, au lieu d'être plates, elles se penchent vers vous, voilà. Donc, c'est un espace qui renverse un petit peu, on a complètement hein, cette notion, l'idée que j'ai évoquée au départ, hein, avec la favela d'extériorité innommable, là au contraire. Donc, c'est vraiment voilà, un grand espace commun, un grand espace protégé. Effectivement, ce qui se passe d'important, c'est pas dans les appartements, quoi, c'est dedans. Vous voyez. Il n'y a pas de théière comme chez Le Corbusier, c'est pas ça, mais on voit très bien que voilà, les gens peuvent se rencontrer, peuvent manifester. Hein, l'espace peut être programmé. Hein, et surtout, c'est surtout les façades qui se penchent hein, pour qu'on soit toujours donc sous le regard d'autrui. Surtout les très beaux livres là, de Michel Tournier, Vendredi et les Lames du Pacifique, où il parle de ça, être sous le regard d'autrui, et qu'est-ce qui se passe quand on l'est plus. Hein, donc, se sentir toujours appartenir à une communauté. Voilà, pour terminer, je vais vous faire un truc qui est assez sidérant. Ça s'appelle Market Street, un film de Harry Miles. Et c'est filmé du tramway, c'est un tramway qui descend comme ça, la pente de San Francisco, de la rue. Et ce qu'on voit, si vous voulez, c'est voilà, toutes les circulations qui se croisent. Il y a les tramways qui descendent. Des fois, il y a des gens il y a des tramways qui viennent dans l'autre sens. Il y a des gens qui montent en marche dans le tramway. D'autres gens qui descendent, il y a des gens qui descendent des voitures, de véhicules en marche, de charrettes avec des chevaux en marche. D'autres qui montent. Il y a un enfant, enfin un adolescent à un moment donné qui court devant le tramway. Il y a tout. Vous avez les chevaux, les vélos, les gens qui courent, les gens qui marchent, les femmes en robe qui marchent. Vous avez toutes sortes de populations. Tout est complètement mélangé. Et réfléchissez bien à ça avant de sortir dans la rue à Paris, parce que dans la rue à Paris, c'est pas comme ça. Vous voyez. Il y a les voitures, il y a les vélos, il y a les trottinettes, chacun dans sa voie, disons, dédiée.
Et c'est vrai que je trouve que c'est une totale catastrophe. Et finalement, le prochain maire de Paris, il ferait bien de voir ce film et d'essayer de le réaliser. Vous voyez, effectivement, et imaginer voilà, une ville voilà, où tous les véhicules marchent à peu près à la même allure, 5 à l'heure, voilà, et peuvent se croiser hein, voilà, sans aucun problème. La rue, merci. Bon. Merci beaucoup pour ce cours passionnant. Et la dernière fois, vous nous avez présenté les places comme des lieux où les individus deviennent des statues, enfin, doivent répondre de leur stature. Mhm. Et aujourd'hui, la rue comme une mise en scène également. Mais il y a une certaine ambivalence, il me semble, dans cette rue, puisque si elle est un lieu de mise en scène, c'est aussi le lieu de l'anonymat. Et finalement, on voit des architectes qui sont des auteurs de places Oui. ou qui sont des auteurs de rues, comme si elles sont comme des places, et tandis que la rue de l'anonymat, qui est peut-être aussi quelque chose d'aussi important, elle n'aurait pas vraiment d'auteur, enfin, elle n'aurait pas vraiment de paternité, ou en tout cas, elle ne serait pas revendiquée par une intention particulière d'un architecte. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a comme ça deux catégories de rues, une qui se réfère à la place et l'autre qui doit retomber dans un certain champ de l'anonymat, qui est aussi quelque chose de très important pour vivre ensemble comme ça dans des villes denses? Oui, c'est vrai. Moi, j'ai parlé des rues. La rue anonyme, je sais pas. Bon, ça reste pour en débattre, mais bon, c'est vrai que j'ai parlé de rues qui ont été conçues par des architectes. Et encore, c'est difficile à dire parce que quand on voit par exemple la place del Popolo, bon, c'est une place bien sûr, mais j'ai pas eu combien d'architectes qui l'ont faite et ça a duré des siècles pratiquement. Donc ça s'est pas fait comme ça. Moi j'ai parlé des favelas, hein, tout à aussi, mais la rue des favelas, bon quand même malgré tout, on voit qu'il y a une architecture d'auteur quelque part, puisque je pense que l'image que j'ai fait voir là, du bâtiment en briques avec le rideau, mais c'est sidérant, quoi. Je pense que ça vaut bien. Parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps, là, je ne me rappelle plus quel nom d'agence, mais voilà. Donc, voilà. Et après, donc, j'arrive pas trop à saisir la question, mais surtout voilà, le côté anonyme, ce qui me, enfin, ce qui m'interpelle, si tu veux, c'est justement l'homme des foules d'Edgar Poe, tu vois. Voilà. Hein, il est un type, il est là, je crois. Je voulais la relire, je l'ai lu il y a j'ai plus de 50 ans, mais je voulais la relire avant de venir, mais en fait, voilà, c'est un mec qui regarde la foule dans, je sais pas où, à Londres, sans doute, et voilà, et dans cette foule qui semble générée hein, par les bâtiments, eh bien, il suit quelqu'un et puis il s'aperçoit que cette personne-là n'existe pas. Voilà, c'est ça qui est, mais je trouve ça assez. Mais si tu veux, c'est ça qui m'intéresse. Voilà, c'est la rue qui génère, voilà, qui génère ses propres, qui génère ses propres personnages. Voilà, comme dans le livre aussi de, de Gogol, tu vois, là, c'est hein, la personne, c'est Nevsky, c'est Nevsky qui génère tous ces personnages, l'homme aux moustaches, la prostituée, le peintre, voilà, c'est plutôt, moi c'est plutôt comme ça que c'est plutôt mon orientation, voilà. Après, bien sûr, on peut, pour moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un discours, je ne demande même pas à ce qu'on me croit. Hein, je pense qu'il a ses cohérences, malgré effectivement les cassures que j'ai pu donner, mais chacun est là pour après réfléchir et puis construire le sien. D'autres questions? Oui. Donc il y a certaines rues qui sont parfois la colonne vertébrale même de la ville. Je pense par exemple au projet The Line. Oui. Ce qu'on pense. Non, non, c'est vrai, le projet Line, moi je trouve ça. Bon, c'est pas être une hérésie de dire ça, c'est sûr, j'avais pas. Mais je trouve ça. Enfin, je sais pas comment c'est fait.
je ne sais pas comment. Je pense, bien sûr, c'est une aberration complète, mais c'est un projet, effectivement, j'aurais pu en parler. C'est super intéressant parce que c'est tout à fait c'est très bien de le citer, c'est vrai, parce que c'est tout à fait c'est tout à fait une ville rue, voilà, comme le concours Évry 2 de l'AUA et de Ricardo Wushi. Oui, c'est vrai, tout à fait, oui. Ouais. En tout cas, le projet, effectivement, j'aurais pu en parler. Merci pour la référence. D'autres questions? Dans les villes en général, il existe un plan d'urbanisme. Comment peut-on considérer celui des favelas? Qui a décidé que la rue était là? Non, mais justement, c'est ça qui est fascinant. Enfin, de toute façon, en général, en urbanisme, on fait la distinction, voilà, entre ville spontanée et puis ville créée. Enfin, ouais. Bon, la favela, c'est vraiment la ville spontanée, quoi. Il y a un mec, il a construit sa maison. Après, il y a un autre mec qui venait du même endroit, il a construit à côté. Et ainsi de suite. Et c'est vrai que, et vous parlez d'urbanisme, mais que ce soit au Brésil ou même en Grèce, vous voyez, donc c'est comme ça que les quartiers se font. Vous voyez. Donc, au début, il n'y a pas de rue, il n'y a rien. Il n'y a même pas des rues pour desservir les choses, quoi, vous voyez. Et même au Brésil, à São Paulo, par exemple, c'est encore pire, parce que les quartiers se construisent comme ça, de manière... bon, bien sûr, en général, là, les gens sont propriétaires, mais on fait des quartiers de bureaux, par exemple, et après, on s'aperçoit qu'on n'a pas pensé à créer des infrastructures pour les desservir, vous voyez. Donc, toute la ville de São Paulo, elle est comme ça. C'est sur les fleuves là, qui ont été cuvelés qu'on a construit les dessertes pour ces quartiers. Et des fois aussi, ces quartiers, voilà, ils sont créés, donc ils se développent. Voilà, il y a des tours qui sont construites. Et puis après, comme ils sont complètement congestionnés, ils finissent par être abandonnés et s'autodétruire, et on a construit d'autres ailleurs. Vous voyez, c'est ça, là, disons, l'urbanisme de la puissance, c'est ça. Voilà, c'est comme ça. Il n'est pas prémédité. Voilà, et c'est vrai que, voilà, j'avais relu, ça c'est le livre que j'avais fait sur Athènes, parce que d'ailleurs j'avais participé, c'est vrai, à la Biennale du pavillon français en 2000 avec Jean Nouvel. J'avais écrit ce texte pour ça, et après moi-même, j'ai été commissaire du pavillon grec en 2002, et puis j'avais travaillé justement sur l'urbanisme abusif d'Athènes, vous voyez. C'est comme ça, voilà, vous voyez, les gens, ils construisent, et ils construisent, enfin n'importe comment, oui, ils construisent n'importe comment, enfin ils construisent bien pour eux, voilà. Hein, mais il n'y a pas d'espace commun, il n'y a pas d'espace public, il n'y a pas de rue. Et après, d'abord, on fait le privé, et puis après, par exemple, je sais, dans certains quartiers d'Athènes, par exemple, il y avait des voies qui étaient très pentues, même avec des 4x4, on ne pouvait pas les monter. Donc, ils ont dû effectivement le stabiliser, le bétonner, par exemple, vous voyez. Mais ça vient après. Il y a pas, et même les urbanistes d'Athènes, en fait, quand ils font un plan, ils ne font pas un plan comme ça. Ils prennent en photo la ville, et à partir de là, ils dessinent des choses. Et les gens, en général, quand ça se passe, enfin, en tout cas, quand j'ai fait cette étude il y a plus de 20 ans, ils savent que les urbanistes vont faire ça. Donc, ils mettent des leurres pour faire croire que leur habitation est déjà faite, et comme ça, ils ne seront pas emmerdés, quoi. Voilà. Vous comprenez, il faut bien... Voilà, d'ailleurs, ça s'appelle l'urbanisme d'après-coup. Voilà, c'est fait, et on revient après. Voilà, mais voilà. Et après, effectivement, il y a des villes, voilà, où les villes, notamment, c'est vrai, les villes coloniales, que ce soit les colonies de Saint-Louis, là, dans le sud de la France, là, contre les protestants, que ce soit les colonies françaises en Algérie, que ce soit toutes les villes espagnoles en Amérique latine. Voilà, c'est des villes très totalement réglées, totalement pensées. Il faut bien, c'est pour ça que j'ai fait cette opposition dès le départ entre la ville du pouvoir, voilà, Versailles, ouais, c'est une ville du pouvoir, c'est sûr, il n'y avait rien, c'était un château. Et après, on a créé la ville, d'accord, ok. Oui, Millet, voilà, c'est une ville. Enfin, Millet, ça existait déjà, mais c'était reconstruit complètement, et de cette façon-là. Mais
moi, c'était pas. Je pense que Minet, c'est pas une. Oui, je crois que c'est une. Disons que ce soit disons que ce soit une colonie athénienne, mais Athènes, ça n'a jamais été une ville, si vous voulez, pensée comme ça, comme telle, vous voyez. Hein, ça a été, ça a toujours été un chaos total, et aujourd'hui encore, c'est un chaos total. D'autres questions? Oui, bon. Les questions et réponses qui viennent de s'exprimer engagent une discussion extrêmement large, met en jeu la diversité d'appréciation, la vie du décret, etc., etc. Et on voit bien que d'autres conférences seraient bien utiles pour avoir le plaisir de partager tout ça. Ce que je retiens, c'est la manière dont tu termines celle-ci. Tu termines celle-ci sur les hommes et le mouvement. Et ça, c'est assez impressionnant parce que de la même manière qu'on peut chercher la vertu nécessaire pour vivre de manière meilleure les jours à venir, dans les maisons, etc., on peut dire qu'il y a l'électricité, l'énergie, la cybernétique, mais il y a aussi les corps. Il y a aussi justement les corps qui vont être capables d'ouvrir ou de fermer, qui vont être capables de déplacer des meubles, qui vont être capables d'avoir le désir de vivre plutôt là, à ce moment de l'année ou quoi. Et je trouve que le rapport entre l'importance qu'il y a à faire marcher notre squelette pour se tirer de la situation, pour jouir de la situation de manière différente, là, tu lui en proposes une échelle complètement autre, qui est celui de la ville, et donc celui du risque. On voit bien dans ce film que tu sembles regretter comme un paradis perdu à retrouver. On voit bien que ce qu'il y a derrière, ce qui occasionne la manière dont Paris se meurt dans certains endroits, c'est justement la gestion du risque. À force de gérer le risque partout. Et on arrive à une congestion et on arrive à des nouveaux modes d'usage, nouveaux modes de relation entre les gens et les machines. Et je trouve j'ai pas de jugement de valeur par rapport à ça, je trouve extrêmement contemporain et bien d'actualité d'avoir terminé ton propos de la même manière. Non, mais d'accord. Mais c'est vrai que, bon, San Francisco, c'est vrai, c'est une trame. Voilà. Simplement, enfin, il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur San Francisco, notamment Bruno Quezon, et après, comment il s'appelle, Florence Lipski. Et bon, surtout Bruno Quezon, il avait bien réfléchi à ça, à cette opposition à San Francisco entre la trame, qui est très normalisatrice, et puis le relief, qui est complètement délirant, parce que là-bas, on le voit dans le film Bullitt, c'est vrai que c'est un relief, il y a une contradiction dans cette ville, voilà, entre la manière totalement rationnelle dont a été pensée, et puis le relief, voilà. Et en même temps, c'est vrai que, bon, cette ville, enfin, bon, déjà, c'est une ville orthonormée, voilà. Et puis ensuite, même s'il y a cette opposition, et puis ensuite, là, ce qui est fascinant quand même, c'est que, voilà, c'est une rue mécanique que j'ai fait voir, quoi. C'est une sorte, ça fait penser un peu, bon, je vais pas te décevoir, mais ça fait penser au ballet mécanique d'Oscar Schindler, là, tu vois. Là, c'est, hein, parce qu'il y a les rails, il y a les tramways qui roulent à vitesse constante, qui se croisent, et quelque part, ce sont les acteurs majeurs de tout ce mouvement. Il y a les voitures, il y a les vélos, il y a les chevaux, il y a les charrettes, il y a les gens qui courent, qui marchent, il y a les femmes. Mais tu vois, c'est quand même aussi une rue mécanique, et c'est ça c'est une trame, avec les tramways comme ça qui se croisent à angle droit. C'est une rue mécanique. C'est plutôt comme ça que je le vois d'ailleurs, qui produit du mouvement. Voilà. Mais simplement, bon, bien sûr. Je me rappelle, il y avait un truc qui m'avait horrifié, c'est lors du Grand Paris, là, du projet du Grand Paris. C'était le projet de Rogers, parce que lui, il avait vraiment vu les voies, voilà, comme une sorte d'accumulation de couloirs. Il y avait le couloir des voitures, le couloir des bus, le couloir des vélos, le couloir des poussettes, etc. Et ça fait. Mais je trouve c'est vrai que je trouve qu'on le retrouve un peu dans Paris. Et justement, dans ce film, c'est une rue complètement mécanique,
mais les trottoirs n'ont aucune importance. Les rails du tramway, bon, bien sûr, on peut marcher dessus. Donc, ça reste un espace des possibles. Et c'est vrai que c'est un espace des possibles parce que la circulation, elle doit être elle doit pas excéder 5 km à l'heure, ou peut-être un peu. Voilà, c'est ça. Donc, ça reste un espace. Ça reste un espace des possibles. Et puis, ça reste un espace dans lequel peut jouer complètement l'aléatoire. Et c'est vrai que, bon, excuse-moi, j'avais vu Colas quand il a fait son pont, là, je trouvais ça complètement con. Et je lui dis, mais putain, mais pourquoi t'as pas demandé à ce que tout soit, toute la circulation soit à 5 à l'heure? Parce que là, c'est sûr, le pont de Bordeaux, là, il y a des camions, il y a des. Et c'est vrai, c'est un axe de circulation majeur. Et dans les perspectives qu'il avait faites, on a l'impression que c'est un truc hyper cool, on peut faire où il peut y avoir le Tour de France, il peut y avoir des fêtes, il peut y avoir du cinéma, etc. Mais en fait, aujourd'hui, c'est un couloir, il y a des glissières d'autoroute avec des camions qui roulent à toute allure, après il y a les vélos, après il y a les piétons. Et voilà, donc on a perdu complètement cette idée de scène, voilà, où tous les gens peuvent se croiser, se rencontrer, se mettre en scène, voilà, jouer la comédie, voilà, à séduire, voilà, comme la prostituée dans la nouvelle de Gogol, donc Perspective Nevsky, ou se mettre en scène comme le mec aux moustaches, etc. Ça, c'est un truc. Et ça, je pense que c'est vrai que quelque part, c'est l'essentiel de la rue. Oui. Les 5 à l'heure pour lui parler. Hein? Les inclus. Non, oui. Les 5 à l'heure dont tu parles, c'est exactement dans l'esprit de ce que je proposais comme manière de voir les choses. Le consentement au risque comme étant le lieu d'une nouvelle socialité possible, une nouvelle urbanité possible, dont nous sommes tous responsables et comptables dans notre manière de pratiquer l'espace de la ville. Très bien. Merci. D'autres questions? Très bien, merci beaucoup.